Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. On se retrouve comme chaque mercredi pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Les modulaires comme alternative à la crise, peut-être une société spécialisée dans ce secteur se positionne sur le marché des particuliers, des constructions économiques, écologiques et surtout rapides. Dans un contexte de crise, les salariés de Socacom restent mobilisés dans l'épreuve et les innovations de l'entreprise y sont pour quelque chose, vous le verrez. En pleine explosion du secteur de la décoration personnalisable, une société spécialisée dans l'impression numérique à la Martinique diversifie son activité. Elle a fait le choix de supports originaux, vous verrez lesquels. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti! Des modulaires, on en voyait sur les chantiers des écoles et des bureaux notamment. Voilà maintenant qu'une entreprise les propose aux particuliers pour des constructions rapides, économiques et écologiques. Démonstration tout de suite, Anne-Sophie Bélanger, François-Brigitte, Gaël Dufief. Chantal est en quête d'un logement. Aujourd'hui, la curiosité l'a poussée ici, sur le seuil de cette petite maison. Sa particularité, être un modulaire. Alors ici, il y a deux modules. Deux modules de 7 mètres. Et l'accouplement se fait en fait à ce niveau-là. On a rajouté donc une avancée en deck et une toiture. Il y a encore quelques années, inconcevable pour eux d'habiter dans ce type d'habitat. Aujourd'hui, une simple visite a suffi à les faire changer d'avis. Les modules, si vous voulez, arrivent, voilà, c'est pas du kit, ça arrive sur les camions. Enfin, l'image du modulaire, je me pensais que c'était réservé uniquement au bureau. Mais là, bon, pour une petite maison, c'est pas mal. Au niveau qualité-prix, c'est très compétitif. Près de 64 000 € pour ce F3 de 40 m² tout équipé, un produit low cost, livré en à peine un mois et demi, qui rencontre déjà un franc succès. Quelques jours après son lancement, c'est près de 80 devis qui seraient en cours, alors qu'une nouvelle législation pourrait souffler sur le secteur. Il y avait des bruits de couloir qui disaient qu'on allait pouvoir construire, sans permis de construire, jusqu'à 40 m². Ça a été discuté hier en Conseil des ministres, proposé par le ministre du Logement. J'espère que ça va aboutir, comme ça va nous faciliter la tâche au niveau de tous les permis de construire. La petite révolution, être parvenu à changer l'image d'une construction d'appoint, réputée anonyme en un concept design. De nouveaux concepts qui font illusion dans le paysage, la preuve, difficile de différencier ce bâtiment modulaire de son grand frère en béton. On a mis les mêmes couleurs, on n'a pas fait un bâtiment rectangle type modulaire, on a fait un bâtiment en L, donc il s'intègre, il a quand même on va dire une âme. Le bâtiment devait être provisoire, mais vu finalement comment se tourne le bâtiment, il sera définitif. Une souplesse qui permet d'éviter les investissements lourds tout en respectant des règles de bonne construction. Selon cet expert, les constructions modulaires pourraient même rivaliser avec leurs cousines traditionnelles. Étant donné la structure des panneaux qui est quasiment garantie à vie, la charpente galvanisée qui peut durer 10 ans, qui a la garantie décennale, pas de problème. Les fondations sont réalisées comme n'importe quelle construction. Donc on a les mêmes garanties, la même durabilité. Les panneaux sandwich qui sont utilisés apportent une certaine isolation que vont apporter des murs béton d'une épaisseur beaucoup plus importante. Une nouvelle branche d'activité pour subsister sur le marché. Le chiffre d'affaires de Socacom serait en chute libre, moins 72% depuis 2008, dans un contexte, l'asphyxie du BTP, mais aussi le déclin de la commande publique. Avant 2009, cette entreprise réalisait entre 500 000 et 1 million de chiffre d'affaires avec les collectivités. Aujourd'hui, cette part serait nulle. Un nouveau coup dur pour Socacom, la perte d'un marché de plus de 3 millions d'euros. La seule entreprise qui fabrique localement de la construction modulaire, c'est nous. Au jour d'aujourd'hui, la commande publique n'étant plus là, il faut que nous trouvions des portes de sortie de façon à développer le produit et à pérenniser l'entreprise.
Et un nouveau cœur de marché ciblé, celui de l'habitat bon marché. Des petites maisons qui pourraient faire un jour de l'ombre à ces barres d'immeubles verticales. Aujourd'hui, une nouvelle politique de la ville, la reconversion vers un habitat diversifié dans laquelle ces villas modulaires pourraient bien se positionner. L'objet de la démarche, c'est aussi de proposer un produit qui colle aux attentes des attributaires, qui soit dans l'air du temps, des structures légères qui sont montables rapidement, qui sont aux normes parasismiques, aux normes anticycloniques aussi, donc qui répondent à toutes les normes, qui donnent toutes les garanties nécessaires. Et donc je pense que ça serait très enrichissant pour le secteur d'avoir un produit aussi compétitif. Les demandes d'agrément seraient en cours. Reste qu'une chose est sûre, ces modules qui ne devaient être provisoires n'ont pas fini de s'implanter dans le paysage martiniquais. Et pour en parler avec nous, monsieur Raymond Hugues Despointes. Bonsoir, monsieur Hugues Despointes. Bonsoir. Et merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes donc le responsable de Socacom. Alors, autant vous dire, en préparant cette émission, moi, quand j'ai vu les images de ce reportage, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et pourtant, c'est bien vrai, en fait. Maintenant, vous vous tournez vers les particuliers et n'importe qui peut investir sur une maison comme ça et y habiter. Bien sûr, ouais. Pourquoi pas. Bien sûr, parce qu'on a évolué, parce qu'on a senti qu'il y avait un petit besoin quelque part, parce que beaucoup de gens nous disaient « Pourquoi vous ne faites pas des villas et des maisons ?» Bon, on n'était pas trop axé là-dessus, parce qu'on avait, comme on dirait, beaucoup de travail, donc on marchait, mais la crise nous a fait évoluer, heureusement, il n'y a pas que des mauvais côtés dans la crise, elle nous a fait évoluer de façon à trouver un système de maison pas cher, rapidement fabriqué et mis en place pour le commun des mortels, vous, moi, enfin tout le monde. Quoi. Mais c'est ça, mais pour quelle durée de vie? Alors c'est la première question qui m'est venue à l'esprit, parce que Anne-Sophie Bélanger en parlait dans le reportage. Souvent on parle du modulaire comme du provisoire, dans les lycées, dans les écoles, etc. Mais là, quelle est la durée de vie de tel type de produit? La durée de vie, bon, d'abord ça dépend de l'entretien. C'est comme tout, une maison, une voiture, plus l'entretien, plus elle va durer. J'ai pour exemple, j'ai vendu les premiers mégalos il y a 20 ans à Martinique. Ils sont toujours là. En fait, c'était des bungalows chantier que j'ai vendus à une entreprise de travaux publics qui était fabriquée en métropole, que j'avais importé à l'époque, qui sont toujours là et qui vivent toujours. Mes bureaux, à l'heure actuelle, auront 17 ans l'année prochaine. Nous n'avons jamais fait grand-chose là-dedans, à part un coup de peinture qu'on a fait en 17 ans. J'ai à peu près 3000 bungalows entre Martinique et Guadeloupe qui tournent et on n'a pas de retour négatif. Il y en a quelques-uns, mais enfin bon, dans la majorité, on n'a pas de retour négatifs. Alors, qu'on comprenne bien, alors, on l'a vu un petit peu dans ce reportage, mais je viens vous voir. Je vous dis, monsieur Hugues Despointes, j'ai un terrain, j'aimerais investir sur ce type de produit. Vous me livrez quoi et comment? Ben déjà, on a un plan type. C'est le plan que vous avez vu, la petite maison que vous avez vue là. Sur ce plan type, on peut arranger, c'est-à-dire qu'on peut rajouter une chambre, rajouter 2 chambres. Je peux l'aménager comme je le souhaite. Vous pouvez l'aménager comme vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous avez une idée en tête, vous pouvez dessiner sur un petit papier, venez nous voir, on met ça à plat avec notre bureau de nos dessinateurs, et à ce moment-là, on vous chiffre votre maison. Mais on peut partir de 40 mètres carrés comme ça existe en ce moment, à 200, 300 mètres carrés, comme le client veut. Avec des coûts véritablement intéressants. On a vu quelques exemples. Comment pouvez-vous garantir cet avantage-là de manière permanente? On garantit, bon, c'est des prix qui ont été étudiés. Les prix, on peut les garantir tout tant que la matière première n'augmente pas. Je n'ai pas augmenté mes prix. C'est une question de matière première et des frais d'approche, c'est tout. Alors, on en parlait dans le précédent reportage. Une nouvelle législation devrait voir le jour, donc, permettant de construire des surfaces de plus de 40 mètres carrés sans permis de construire. Dans quelle mesure cette nouvelle législation va doper votre activité? Dans la mesure où il faut savoir que le permis de construire, entre le moment où vous commencez, déposer le permis et vous l'avez, il faut 3 mois. D'accord? Nous, on fabrique, cette villa, elle peut être fabriquée en 1 mois. Donc, si vous voulez, si on passe à 40 mètres carrés sans permis de construire, regardez le temps qu'on va gagner, que tout le monde va gagner. D'accord, donc je viens vous voir, on signe dans 1 mois, je suis chez moi. Je viens d'en faire une, là. Le client a signé le 24, il a payé son acompte le 26.
Il est livré demain ou après-demain. Dernier. Donc moins d'un mois, quasiment. En un mois, enfin, quasiment en un mois, il est livré. Alors, une question que se pose, j'en suis sûr, à nos amis téléspectateurs, quand on connaît notre contexte climatique, etc., qu'en est-il des normes parasismiques et anticycloniques? Est-ce qu'il y a des garanties à ce niveau? Bien sûr, on a une garantie décennale qui va être faite. On se dit, on est dans un petit modulaire qui peut s'envoler avec le vent. Enfin, j'exagère un peu, mais... Non, c'est pas exagéré, mais vous savez, la réaction des gens, déjà, la première réaction des gens, c'est ils comparent ça à un conteneur, ça n'a strictement rien à voir. J'en veux pourquoi, vous avez vu les images. Ensuite, il faut savoir qu'on ne fait pas n'importe quoi, que cette structure a été étudiée en long, en large et en travers par un bureau d'études techniques, que vous avez vu également dans le reportage, qui garantit aux normes cycloniques et sismiques. D'accord, donc la Terre tremble, le modulaire... La Terre a déjà tremblé avec notre modulaire, parce qu'il me semble qu'en fin novembre, en décembre 2007, il y a eu un tremblement de terre. Je n'ai pas eu de retour concernant les problèmes. Un dernier mot technique, monsieur Hugues Despointes, sur l'aménagement. Qu'est-ce que cela nécessite comme aménagement? Est-ce qu'il faut se plier justement à de nouvelles normes ou est-ce qu'on peut fabriquer comme n'importe quel autre type de modulaire? Oui, il y a les normes, ce sont les normes en vigueur. On peut fabriquer... oui, comme on veut, quoi. Alors, face à la pénurie de logements sociaux, la liste à rallonge des offices HLM, est-ce que vous pourriez répondre à ce besoin du marché? Bien sûr, parce que c'est un peu pour ça aussi qu'on l'a fait. Il faut savoir qu'on est en relation avec un opérateur social qui est en train de demander l'agrément de ce produit au niveau de la D2. Je sais que ça va déranger les gens, mais ça, bon, il faut que... Donc si c'est le cas, bientôt, des logements sociaux construits... Des logements sociaux construits aux normes cycloniques et sismiques, à des prix restant dans l'enveloppe destinée aux logements sociaux, avec plus d'options. Et quel potentiel cela représentait pour votre entreprise? Je ne sais pas encore. Je suis en contact avec Jean-Max Léonard, qui est un ancien de chez nous d'ailleurs, et qui travaille maintenant chez un opérateur social. Et on est en contact pour pouvoir faire évoluer ce produit-là. Pour faire avancer les choses. Alors, en tout cas, votre société est bien implantée dans le paysage martiniquais, mais souffre pourtant depuis quelques années de la crise. Et dans ce contexte, les salariés restent mobilisés dans l'épreuve et les innovations de l'entreprise y sont peut-être pour quelque chose. Regardez. Il y a encore quelques mois, Christelle était encore sur le marché de l'emploi. Socacom, bonjour. En poussant la porte de chez Socacom, elle a ouvert celle du monde du BTP, un secteur d'activité où elle n'imaginait pas forcément trouver sa place, et pourtant. Ça permet en fait d'avoir deux facettes de ma formation à l'école, scolaire, puisque j'avais d'abord fait tout ce qui était comptabilité, secrétariat et ensuite du commerce. Donc ça mélange les deux puisque j'ai l'approche contact client mais aussi tout ce qui est administratif. Le plus, c'est que ça me permet de connaître un secteur d'activité que je ne connaissais pas, notamment la construction modulaire, le BTP. Donc voilà, on a récupéré l'état des lieux ainsi que les bons de retour pour les cellules du CIR qui sont rentrées hier. Tout est d'accord, on va pouvoir classer le dossier, c'est complet. D'accord, eh bien écoute, je te remercie pour l'intervention. Un secteur d'activité pourtant frappé de plein fouet par la crise. Socacom a choisi la transparence envers ses salariés. Face à un chiffre d'affaires en chute libre, cette personne devrait être licenciée. Un coup dur pour cette entreprise où la moyenne de l'ancienneté est de plus de 10 ans. Dans ce contexte de tension, c'est Nicole, experte comptable, qui est au front tous les jours. Les relations sont un petit peu tendues en ce moment compte tenu du contexte. Tendues non seulement avec les clients mais également avec les fournisseurs. Les clients, il faut faire rentrer l'argent. Les fournisseurs, il faut les payer. On reste mobilisés et puis avant tout, on reste soudés, ce qui est essentiel. On conserve notre esprit d'équipe. Il n'y a pas de coulure. Ok, c'est impeccable. Des salariés soudés, mais aussi remobilisés autour d'un projet. Cette innovation, ici on la surnomme la petite maison. Un produit moins anonyme pour eux que les modulaires traditionnels, mais aussi garante d'un autre enjeu, celle de l'avenir de l'entreprise, la pérennité de leurs emplois. On a l'impression, tout simplement, tout le personnel, on a l'impression, c'est vrai qu'on a lancé un nouveau concept. Et ce nouveau concept-là, tout simplement, c'est que c'est tout notre bonheur, quoi, parce que c'est vrai qu'avec la crise, on ne pourrait plus continuer
engagé dans la construction modulaire type, on est obligé aujourd'hui de passer à autre chose. Et autre chose, c'est une belle petite maison qu'on a su fabriquer correctement et qu'on peut livrer dans un mois et que tout le personnel est content, vraiment content. C'est vrai. En espérant pour ses salariés que cette petite maison puisse porter les fondations d'un avenir plus radieux. Alors, Monsieur Hugues Despointes, on en parlait tout à l'heure, une baisse du chiffre d'affaires de 72%. Comment fait-on pour pouvoir surmonter de pareilles difficultés? D'abord, on a une gestion qui est très saine. On gère toujours... une entreprise, ça se gère au plus serré, si vous voulez. Il faut prévoir... on ne vit pas au jour le jour, si vous voulez. On prévoit l'avenir et... Donc on ne fait pas n'importe quoi. À tel point qu'il faut prendre des décisions parfois difficiles. Il faut prendre des décisions, malheureusement, c'est la première fois que je le fais en 42 ans. Ça fait 42 ans que je travaille. C'est la première fois que je vais être obligé de licencier du personnel économiquement parlant. Je n'ai jamais eu à le faire. C'est-à-dire que dans des entreprises, des fois, il faut faire des choix, c'est ce que vous voulez dire? On est obligé de faire des choix. C'est des choix que les actionnaires m'avaient demandé de faire depuis le mois de janvier. J'ai refusé, j'ai dit non, il faut qu'on tienne, mais arrivé un moment, bon, les chiffres sont là, ils parlent, hein, il n'y a pas moins menteur qu'un chiffre, hein, un chiffre c'est un chiffre. Justement, à ce niveau, puisque vous êtes un observateur quand même bien placé, quand on parle du secteur du BTP, vous évoluez dedans depuis plusieurs années, qu'en est-il de cette crise du BTP? On est dans un actuel débat où certains disent ça redémarre, il y a une relance, d'autres qui disent bon, les choses sont plutôt difficiles. Vous vous situez où dans ce débat? Moi, je suis pragmatique. Je ne vais pas dire que ça ne démarre pas, je ne vais pas dire que ça démarre. Mettez-vous à les points hauts de Fort-de-France, regardez combien de grouilles il y a debout. Mettez-vous à Place d'Armes, regardez combien de grouilles il y a debout autour de vous. Allez dans toutes les communes de l'île, regardez combien de grouilles il y a debout autour de vous. Pour moi, c'est un signe, ça. Il n'y a pas de grouilles debout, ça veut dire qu'il n'y a pas de chantier. Il y a pas, tous les chantiers, toutes les routes qui ont été faites, il y a longtemps que c'est lancé ces chantiers-là. Il n'y a pas de nouveaux panneaux de chantier. Si j'en ai vu un aujourd'hui, en arrivant tout à l'heure, à l'aéroport. Il y a un chantier qui va se faire entre l'aéroport et Carrère. Voilà ce que j'ai vu. Mais concrètement, que faisons-nous? Est-ce que nous restons là à se dire, bon ben voilà, c'est la crise dans le BTP, ça ne redémarre? Je ne pense pas qu'il faille dire que c'est la crise seulement. Il faut agir. Qu'est-ce qui permettrait de faire redémarrer les choses? La relance publique, c'est un des moteurs du BTP à la Martinique, on le sait. Les HLM, pourquoi ils ne lancent pas de HLM? Il y a une demande de logements sociaux à la Martinique. Pourquoi les HLM s'endorment comme ça? Il y a quelques logements, 24 par là, 64 par là. Qu'est-ce que c'est pour la Martinique? Les chiffres disent combien de logements on a besoin à la Martinique? Combien on en a besoin? Vous connaissez les chiffres? Bien sûr. C'est quelque chose que vous vivez au quotidien. Vous l'avez perçu peut-être sur le positionnement des marchés publics. Vous vous positionnez sur les marchés publics depuis quelques années. On se positionne sur les marchés publics depuis 1996. On a toujours eu, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le reportage, entre 5 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec le département et la région. Le département, on a un peu travaillé cette année-ci. La région est négatif. On n'a rien fait depuis 2 ans, on n'a rien fait à la région. Rien. Alors, Monsieur Hugues Despointes, quand on parle de préfabriqué, ou plutôt de modulaire, est-ce que l'image a un peu changé? L'image est en train de changer. Ces constructions un peu provisoires, est-ce que selon vous, surtout que là vous positionnez sur le marché des particuliers? Oui, l'image est en train de changer, si vous voulez. Comme le montrait le reportage tout à l'heure, vous avez vu les bureaux qu'on a fait à la prison du Cos. Il faut savoir que ces bureaux ont été commandés le 3 octobre, et ils ont été livrés le 2 janvier. C'était des impératifs de machin. C'est dans le paysage, ça ne choque pas. Les gens qui y vivent sont heureux. Moi, tous mes collaborateurs vivent dedans depuis 16 ans maintenant, ou 17 ans, je ne sais plus. Et dans le reportage, vous avez vu les bureaux. Ce sont des bureaux propres. À l'intérieur, on n'a jamais rien fait. À l'extérieur, on a repeint simplement. Juste un mot technique pour revenir sur la fameuse demande d'agrément dont vous parliez tout à l'heure pour les logements sociaux. Est-ce que vous connaissez un petit peu les critères sur lesquels les constructions sont jugées qui permettraient d'avoir cet agrément? Non, pas vraiment. Je ne me suis pas lancé là-dedans. C'est Jean-Max Léonard que vous avez vu tout à l'heure dans le reportage, qui est lui opérateur social, et c'est son métier. Qui maîtrise toutes les données. Et comme il connaît bien le produit pour avoir travaillé chez moi pendant 10 ans, je lui fais totale confiance pour maîtriser ce dossier. Vous restez avec nous, on va vous retrouver dans un petit moment. C'est l'heure du chiffre de la semaine. 4,6%. Eh bien, il s'agit de la progression du produit intérieur brut en Martinique en 2010. Voici les détails et les analyses.
Le baromètre d'une économie qui se relève, mais surtout qui revient de loin. La reprise est en effet d'autant plus forte que la crise a été plus intense en Martinique. Une croissance boostée par la demande intérieure. Des indicateurs reviennent en effet au vert, comme la consommation des ménages, dopée par une certaine stabilité des prix. En octobre dernier, en effet, l'indice des prix à la consommation aurait même diminué de 0,3%. Mais cette demande intérieure ne suffit pas à soutenir l'emploi. Le marché du travail reste éprouvé, le chômage continue de progresser. Et si des secteurs comme le tourisme connaissent un regain d'activité, d'autres comme le BTP demeurent asphyxiés. En cause, le gel de la commande publique, malgré un plan de relance impulsé par la région, mais aussi des investisseurs privés qui restent très frileux. Un modèle économique dont le visage change donc après avoir soutenu la croissance au cours du passé. Il semblerait que ces moteurs de l'économie aient désormais passé le relais. Monsieur Raymond Hugues Despointes, je vous ai vu regarder avec attention ce module. Est-ce que ça vous inspire une réaction ou un commentaire particulier? Je suis surpris de voir par les chiffres, quoi. Bon, maintenant, je n'ai pas analysé profondément, mais je suis agréablement surpris et en même temps surpris. En espérant que ça dure. En espérant que ça dure et que ce soit la réalité. Allez, tout de suite, le bon plan de la semaine en pleine explosion du secteur de la décoration personnalisable. Une société spécialisée dans l'impression numérique à la Martinique diversifie son activité. Bien loin du simple papier, les supports à imprimer sont cette fois totalement différents. Découverte avec Peggy Pinel-Ferréol. Une immersion en pleine nature, tout en images. La première réaction, c'est de se dire que c'est un autocollant qui est collé dessus. Donc ils viennent gratter pour qu'on puisse leur expliquer que non, c'est vraiment imprimé directement dessus. Sur du miroir, du verre, du faux plafond, en somme tout type de support plat, c'est en cherchant à diversifier son activité que ce gérant spécialisé dans l'impression numérique a découvert ce nouveau procédé. Alors, pour le carreau, donc ils font 45 par 45. D'accord, donc l'image fait 100, ok, par 91. Alors à ce moment-là, tu me mets 6 carreaux. La maquettiste prépare alors l'image pour l'impression. Exit les photos de téléphone portable, l'image doit être de bonne qualité. Si la photo est de mauvaise qualité, ce qu'on aura, c'est des pixels en fait, donc c'est des petits carreaux qui vont apparaître en agrandissant l'image. Tandis que quand on a une image de bonne qualité, on peut l'agrandir à des dimensions assez intéressantes, qui fait qu'on peut avoir de beaux rendus avec un beau grain sur l'image. L'image arrive en atelier par réseau, l'impression peut commencer. C'est une machine à base jet d'encre avec des encres UV qui réagissent, donc qui polymérisent au rayon UV. Donc on a le chariot avec les têtes d'impression qui se déplacent transversalement. Le support, lui, il avance. Photo se transforme en fresque murale. Le coût, moins de 200 € pour ce plaquage 135 par 90 cm. Les tarifs d'impression sont calculés au mètre carré, 90 € pour le bois, 120 € pour le carrelage ou le verre. L'impression résiste aux doigts, tout comme aux produits nettoyants. Par contre, elle n'est pas l'épreuve des pas. Donc le carreau au sol, nous travaillons actuellement avec des professionnels de résine de sol pour pouvoir appliquer une couche de protection pour protéger l'impression et qu'on puisse donc marcher dessus sans problème. La décoration personnalisée de surcroît, un secteur en forte progression dans l'Hexagone, mais également chez nous. Et pourtant, cette entreprise spécialisée, créée depuis 2009, n'a pas encore véritablement trouvé sa clientèle. Les machines sont arrivées en 2010, ensuite il y a tout le côté technique qu'il faut maîtriser, il y a les produits qu'il faut tester. Donc il y a toute cette phase de préparation qu'on a réalisée et qu'on continue tout le temps d'améliorer. Et donc aujourd'hui on peut véritablement passer une phase de commercialisation. En tout, 500 000 € d'investissement étaient nécessaires pour l'achat de toutes ces machines. Pour le tissu, le procédé d'impression est la sublimation. La toile interagit avec les pigments d'encre, chauffés à près de 200 degrés. On intéresse aussi bien le grand public qui peut décider de mettre une touche dans sa décoration personnelle, qu'aussi bien les professionnels, puisqu'on peut intervenir en sous-traitance. On s'adresse à un panel de professionnels assez large. De nombreux partenariats avec les fournisseurs de supports sont d'ailleurs en projet pour 2012, une année qui marquera véritablement le lancement de la société.
Très original en tout cas. Nous retrouvons M. Raymond Hugues Despointes pour conclure. Dites-moi, l'avenir de votre société Socacom passe par quoi? Des projets, des perspectives, peut-être aussi la défiscalisation, les fonds européens? Les fonds européens, il faut en parler parce que malheureusement on n'en parle pas assez. Et les fonds européens nous ont aidés au niveau du fret, des intrants. Et ça a permis également de sauver pas mal de billes dans l'entreprise. Des outils comme la défiscalisation aussi? Les outils, malheureusement, les outils de la défiscalisation, bon, ça devient complètement obsolète maintenant, malheureusement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, parce que sans la défisque, je ne vois pas comment les entreprises martiniquaises, quelles qu'elles soient, pourront continuer à investir dans des machines nouvelles pour pouvoir faire avancer le... Et dans ce contexte, quelle perspective pour votre société? J'espère que j'espère que la petite maison qu'on a faite là, va nous aider à maintenir le cap et surtout à recréer les emplois que nous avons perdus. J'espère que la commande publique va se réveiller, que les micros, ils vont raconter ce qu'ils racontent derrière les micros, ça sera la réalité, parce que pour l'instant, ce qui est dit derrière le micro, on ne voit pas du tout ce qui se passe en réalité. J'espère que ça va être réalité maintenant. Parce que la situation est grave, il faut que les politiques se réveillent et qu'ils aident les entreprises. Parce que entreprise, c'est emploi. Parce que moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de politiques qui sont chefs d'entreprise. Bon. Je ne crois pas qu'il y en ait. En tout cas, c'est tout le mal que l'on vous souhaite et qu'on souhaite à tous les entrepreneurs pour l'année 2012 qui approche. En tout cas, bon courage. Merci beaucoup d'être venu avec nous dans cette émission. Vous saluerez tous vos collaborateurs. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Eh bien, avec plaisir. En tout cas, Libre Éco, c'est quasiment fini. Mais avant, comme chaque semaine, l'actualité de Contact Entreprise. Un rendez-vous à noter avec cette conférence mardi 13 décembre sur la mer. L'association Femmes Chefs d'entreprise Martinique et Contact Entreprise organisent ensemble une conférence sur le thème « La mer, clé de notre histoire et rivage de notre avenir ». Le cas de la Martinique, présenté par Christian Buchet de l'Académie de Marine. Christian Buchet est directeur du Centre d'études de la mer et de l'Institut catholique de Paris, secrétaire général du Comité national de suivi du Grenelle de la mer et membre du comité de veille écologique de la Fondation Nicolas Hulot. Il reste encore des places pour vous inscrire. Un téléphone, le 05 96 72 18 76 ou par mail à mpdesgrottes@contactentreprise.com. Toutes les informations sur le site internet de Contact Entreprise. Voilà, et comme chaque semaine, vous avez pris bonne note. Libre Éco, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve mercredi prochain sur ATV. En attendant, bonne semaine et à bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libre Éco.